Bonjour. Donc sur cette présentation, j'ai fait le choix parce qu'il y aura une présentation plus tard dans la journée qui va vous parler plus précisément de la tuberculose dans la faune sauvage, l'état des connaissances et peut-être aussi de la recherche. Là, je vais surtout vous présenter le réseau Silvatube, qui est un réseau très jeune comparé à ce qu'on nous a présenté auparavant, et donc qui se cherche, qui est perfectible évidemment. Donc c'est malgré tout un réseau d'envergure, puisque la maladie, donc la tuberculose bovine, est ce qu'on appelle un danger sanitaire de catégorie 1, donc qui touche essentiellement donc, les bovins, mais qui évidemment passe également, c'est une bactérie qui franchit très facilement justement la barrière d'espèces et qui est également une zoonose. Ça, c'est le premier rappel. Donc le contexte historique de la création de ce réseau, donc je vais partir du général, donc le réseau, comment il s'est constitué, son organisation. Je vais vous détailler un peu plus les protocoles et ensuite on illustrera avec quelques chiffres qu'est-ce qu'on observe et également l'illustration sur deux régions. Donc en 2001, la France a son statut officiellement indemne de tuberculose bovine. Donc, ça veut dire qu'elle est en dessous d'un certain niveau de prévalence. Ça ne veut pas dire que la tuberculose est éradiquée, et loin de là. Elle est officiellement indemne, elle l'est toujours, mais pour un pays officiellement indemne, elle déclare quand même beaucoup de cas dans sa faune domestique. Donc là, vous avez justement sur la période 2000-2012 les cas cumulés de tuberculose bovine sur le territoire. Donc, à partir de 2005, on a vu cette recrudescence de cas de tuberculose dans les élevages en France, et petit à petit, on a découvert également des cas de tuberculose dans la faune sauvage. C'était assez inédit. Donc le premier et le plus particulier aussi, ça a été le foyer de la forêt bretonne, donc avec la détection sur du cerf et des sangliers à des niveaux de prévalence très très élevés. Je ne vais pas avoir le temps de détailler là, mais on va dire que c'est un événement un peu particulier, dans une forêt assez isolée du reste du reste du territoire. Ensuite, on a eu en 2003 des détections sur le blaireau, sur le sanglier, sur le cerf, donc en Côte d'Or et en Corse, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Dordogne, en Ariège. Donc là, on commençait à avoir des signaux multiples, assez inquiétants, et il n'y avait pas de tuberculose, on n'en a jamais géré la tuberculose dans la faune sauvage auparavant, donc ça a posé bon nombre de questions. Donc en 2010, il y avait plus de questions que de certitudes, évidemment. Donc le gestionnaire donc le ministère de l'Agriculture a organisé une saisine auprès de l'ANSES. Il y a eu un gros travail collectif de fait qui a réuni beaucoup d'experts à la fois de la maladie. Il y avait également une collègue qui travaille encore en Angleterre qui fait partie de ce groupe d'experts. Le rapport a proposé un certain nombre de mesures qui ont abouti à la création de Silvatube, donc en décembre 2011, avec, après une phase de concertation, les différentes parties prenantes de ce réseau. Donc la première année de Silvatube, c'est 2012. Donc, le cadre général du dispositif Silvatube. Ces objectifs, tels qu'ils ont été posés au départ, donc détecter cette maladie dans la faune sauvage, avec 3 espèces vraiment ciblées, le sanglier, le blaireau, le cerf. Le chevreuil apparaît un peu, mais c'est pas du tout l'espèce ciblée en priorité. On veut suivre le niveau d'infection, c'est pas toujours simple. On met en évidence les liens épidémiologiques par la biologie moléculaire entre les foyers de faune sauvage et les foyers domestiques. Et surtout, on voulait harmoniser la surveillance. Parce qu'avant 2012, vous voyez bien qu'il y avait eu de la détection dans la faune sauvage. Ça s'est fait par le biais d'études ponctuelles. Et là, l'objectif, c'était quand même d'avoir une approche harmonisée et justement de pouvoir tenter de comparer les territoires les uns par rapport aux autres. Donc, c'est une approche qui est basée sur le risque.
Donc il y a 3 niveaux de surveillance. Un niveau 1 où en gros on n'a pas de signaux d'alerte particuliers pour qu'il y ait une nécessité d'avoir une surveillance de la tuberculose dans la faune sauvage. En niveau 2, on a des éléments de contamination forte du milieu qui nous incitent à aller regarder ce qui se passe dans la faune sauvage. Et en niveau 3, la faune sauvage est infectée. La façon de déclarer un animal infecté ou non, ça passe par la confirmation de présence de Mycobacterium bovis sur donc des prélèvements qui sont issus de carcasses ou d'organes d'animaux qui sont soit chassés, soit collectés, soit piégés pour le blaireau. Donc il n'y a à ce jour pas de méthode diagnostique qui ne soit pas invasive. Qui fait fonctionner ce réseau? Donc au cœur du réseau, il y a donc les sigles un peu barbares, la DDPP, donc les services vétérinaires. Ce sont eux qui sont au cœur de la surveillance de la tuberculose bovine depuis le début de la surveillance. Et la tuberculose a été l'une des premières maladies qu'on a surveillées dans les élevages. Et donc à gauche, là, c'est le réseau de surveillance de la tuberculose bovine en élevage. Donc c'est greffé à ce réseau qui est, on va dire, bien rodé, des acteurs qui n'étaient pas forcément bien connus par les services vétérinaires. Il n'y avait pas une habitude de travail ensemble. Donc, à la fois les services, enfin les fédérations, donc les chasseurs, les lieutenants de louveterie, les piégeurs, les agents de l'ONCFS. On a évidemment aussi la DDTM qui est très impliquée. Et plus récemment, et c'est aussi quelque chose de nouveau auquel les acteurs ne sont pas forcément habitués, c'est l'intervention des associations de protection de la nature et du public, puisque, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, on intervient donc sur des espèces hautement emblématiques, donc le blaireau, et donc ça suscite évidemment des réactions. Donc le pilotage, il y a, on va dire, 2 niveaux à l'échelle nationale, un pilotage national, un copil national qui organise la stratégie globale, et une cellule d'animation. Donc on a un animateur national qui était occupé par quelqu'un de l'ANSES auparavant, et c'est moi qui assume cette fonction depuis peu. Le copil national, ça rassemble donc des représentants des différents acteurs intervenant dans le réseau, et le ministère de l'Environnement également. Donc la DGL, donc du ministère de l'Agriculture, est le gestionnaire de ce réseau. Et la cellule d'animation, qui est un groupe plus réduit, et qui se réunit beaucoup plus souvent pour traiter vraiment le suivi au quotidien du réseau, a un nombre de membres plus restreint. Donc voilà sur l'organisation en général. Donc sur les modalités de la surveillance, il y a des mots qui vous ont déjà été présentés tout à l'heure par Jean-Yves notamment. On a 3 grandes modalités de surveillance. Donc, on a d'abord la surveillance qu'on appelle événementielle. Donc ça, elle s'applique dans tous les départements. On va là sensibiliser plus ou moins selon les départements. Donc le monde de la chasse notamment pour la remontée de cas de lésions suspectes. Donc en gros, un abcès interne est une lésion suspecte. Donc on a des remontées de suspicion avec ce critère-là, qui ont permis la détection dans quelques cas de réels cas de tuberculose, et également dans le cadre du réseau SAGIR. Ensuite, pour les départements niveau 2 et 3, on a ce qu'on appelle le SAGIR renforcé, c'est-à-dire que tous les animaux qui passent dans le réseau SAGIR, même sans critère d'appel lésionnel, bénéficient d'une analyse systématique de tuberculose. Donc ça, c'est valable pour les sangliers, les cerfs et les blaireaux. Et il y a également un dispositif complémentaire qui vous verrez marche relativement bien, c'est la collecte de blaireaux bord de route, donc sur lesquels on incite justement au ramassage et à une analyse systématique également organisée. Donc là, c'est un effort de collecte supplémentaire par rapport à ce que ferait le réseau SAGIR. C'est pour ça qu'on l'appelle SAGIR renforcé.
La troisième modalité, donc, c'est la surveillance programmée, qui se décide en fonction de la situation épidémiologique. Elle se fait dans les départements de niveau 2 et 3, quand on a un foyer bovin qui, par exemple, est très inquiétant, donc avec bon nombre d'animaux infectés. Et donc là, effectivement, on va faire une surveillance des blaireaux autour de ce foyer. Et sinon, on a des zones plus larges pour les départements de niveau 3, pour les sangliers, essentiellement pour les sangliers et les blaireaux. Donc les protocoles s'adaptent également aux spécificités des espèces. Donc jusqu'à présent, la littérature nous montre que les 3 espèces principales qui peuvent vraiment avoir soit un rôle de réservoir éventuellement, ou surtout d'autres de liaison, sont les 3 espèces ciblées. Le blaireau, qui est une espèce territoriale, va nous indiquer la contamination dans un environnement réduit. Et la relation lésion-infection, qui est très bonne pour le cerf, visiblement par rapport aux autres espèces, qui va nous inciter davantage à faire de la surveillance événementielle ou de l'inspection systématique. Donc là, vous avez juste des illustrations de lésions pour vous montrer qu'effectivement, ça se voit quand on ouvre une carcasse à la chasse. Ce sont des lésions qui sont pas toujours discrètes. Alors, je vais passer un peu vite sur le protocole, peut-être. Donc, sur la surveillance événementielle, la surveillance programmée, pardon, on fait un zonage qu'on essaie de faire le plus précis possible, qui part des foyers bovins et des foyers de blaireaux. Vous avez ce qu'on appelle une zone infectée pour les blaireaux, qui va être de 1 à 2 km autour de ces foyers et de ces pâtures possiblement contaminées. Et on va faire un échantillonnage dans cette zone infectée. Et on peut avoir une zone tampon aussi, qui est un peu plus étendue, s'il y a de la régulation en zone infectée. Donc les échantillonnages sont faits avec des hypothèses qui sont évidemment pas toujours bonnes, parce qu'on est obligé de considérer qu'on a une distribution homogène, par exemple, de la maladie. Donc, c'est pas du tout évident. Donc, il y a des difficultés. On connaît pas notre population, pas bien. Donc, c'est pas du tout évident. Quelques indicateurs de résultats de cette surveillance depuis son démarrage. Vous voyez en nombre total, quelles que soient les modalités de la surveillance. En blaireau, on est à peu près à 2500 animaux qui ont été analysés, donc qui sont passés dans le réseau. En sanglier, ça dépend des années, à peu près un petit 2000 animaux. En cerf, c'est beaucoup moins, et en chevreuil, encore moins. Sur la campagne dernière, pour vous donner une idée de ce qui passe en fonction des modalités de la surveillance, on a eu en surveillance événementielle, donc des suspicions remontées par les chasseurs, on a eu 34 animaux signalés, 2 confirmés. Donc ce chiffre-là, il est un bon indicateur en fait de la sensibilisation des gens sur le terrain. Il pourrait être plus élevé, ça serait aussi bien. Donc ça veut dire qu'il faut constamment renouveler l'effort de sensibilisation des gens. Donc ça, c'est valable dans tous les réseaux, évidemment. La surveillance événementielle renforcée pour les blaireaux, c'est la collecte de cadavres bord de route. Ben, vous voyez qu'elle marche bien aussi, parce que alors on voit pas combien vraiment. C'est 16 blaireaux qui ont été confirmés infectés par cette modalité de détection. Pardon. Ensuite, vous avez les résultats de la surveillance programmée, où là, on prélève les animaux. Donc, pour les sangliers, ce sont des sangliers évidemment chassés. Donc, là, on a aussi la confirmation. Et pour les blaireaux, donc, ce sont des blaireaux piégés, donc avec un nombre pas négligeable de confirmations également. Là, c'est les cartes qui vous résument, je ne vais pas passer trop de temps, les cas confirmés de façon cumulée depuis le début du réseau. Ce que ça montre essentiellement, alors certes, on cherche surtout là où il y a de la tuberculose bovine, donc vous allez me dire, donc il y a un lien très fort avec, pour l'instant, les zones où il y a de la tuberculose bovine.
ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une exception dans une région, enfin en Sologne, mais ça peut s'expliquer probablement par des mouvements, par des mouvements d'animaux. Donc la tendance est quand même qu'il y a un lien fort entre la prévalence bovine et la prévalence en faune sauvage. Après, ce qui se passe précisément sur un territoire, on ne le comprend encore pas très bien. Donc, sur les cerfs et les chevreuils, vous voyez que le nombre global, enfin cumulé de cas est très 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 réduit. Quelques chiffres, mais là c'est pareil, ils sont prendre avec beaucoup de précaution, parce qu'il s'est entaché d'énormes biais méthodologiques, parce que le protocole, il n'est pas fait pour vraiment calculer des prévalences, mais ça nécessite d'être retravaillé. C'était juste pour vous donner une indication, enfin, vous donner quand même des chiffres, pour vous montrer que c'est pas quand même rien le nombre d'animaux qui sont confirmés infectés. Donc, je vous ai pris 2 départements, donc Côte d'Or, Dordogne, ça c'est sur les résultats de surveillance programmée blaireau. Donc, vous avez, voilà, des chiffres quand même plus de 5%, 6%, presque 5% des animaux collectés qui sont confirmés infectés, donc pour lesquels on a la détection de la bactérie. Sur la surveillance événementielle, donc la collecte de blaireaux au bord de route, vous voyez que c'est pas rien non plus. Donc là, j'ai pris 2 autres. J'ai pris le département du 16 parce qu'il collecte pas mal de blaireaux. Et sur les sangliers, la prévalence semble un peu moindre. Donc, tous ces chiffres sont bruts de décoffrage, ils nécessitent d'être affinés, mais voilà, ils montrent, enfin, ils confirment quand même que c'est pas un sujet anecdotique. Alors, les 2 illustrations, c'est pour vous montrer que la définition des zones se fait de façon, enfin, on s'adapte vraiment à la situation épidémiologique au cours du temps. Donc là, c'est un exemple positif où on espère on finira par lever complètement la surveillance. Donc, on a eu des détections de foyers bovins dans une zone où il n'y avait pas de tuberculose bovine depuis longtemps, donc dans les Ardennes. Il y a eu donc des investigations de ce qu'on appelle les liens épidémiologiques, d'un renforcement de la surveillance bovine, et du fait de la situation de ces élevages bovins, de ces foyers bovins, il y a eu ils ont décidé effectivement de faire de la surveillance blaireau. La première année, donc sur ces 2 zones, dès la première année, ils ont eu la confirmation sur 5 blaireaux sur une quarantaine prélevés. Donc la zone a évolué, elle s'est étendue. Ils ont prélevé encore, ils ont eu encore de la confirmation, mais autour de ces foyers-là, finalement, il n'y a pas eu de confirmation, donc ça a été abandonné. Et l'effort s'est concentré, sur cette zone qui semble en voie d'assainissement. Donc la prochaine étape, ça sera, on pourra envisager un allègement de la surveillance dans la faune sauvage et également dans la faune domestique sur cette zone. En revanche, l'exemple qui est beaucoup moins positif, c'est celui de la Dordogne, où là, on voit que la zone de surveillance n'a fait qu'augmenter depuis 2011, parce que malheureusement, au plus on cherche, au plus on trouve. Et donc, je vous montre, c'est juste pour les points rouges, vous avez compris, c'est les cas confirmés. Donc, malheureusement, la zone s'étend. Donc, est-ce que c'est parce que on a une extension de la maladie, ou est-ce que c'est juste qu'on est en retard sur la détection, puis qu'on détecte un petit peu à la fois? Il y a probablement un peu des deux. Donc ça, pour le sud-ouest, c'est là où on surveille la tuberculose dans la faune sauvage. Donc, pour conclure, les principales perspectives qu'on a dans le réseau, c'est de travailler à l'amélioration du géoréférencement des terriers et pour travailler au plus près en fait des zones de contamination possibles, donc du parcellaire bovin, pour pas aller prélever du blaireau là où le risque est moindre, puisque ce qu'on veut, c'est détecter la transmission de la faune domestique à la faune sauvage. Donc il faut être le plus précis possible, et ça passe par une connaissance précise des terriers. C'est à terme de pouvoir être plus fin également sur l'appréciation de la densité des blaireaux, pour pareil avoir un échantillonnage au plus près de la réalité. Pardon. Je
que j'ai toujours pas maîtrisé. Après 5 ans d'exercice, enfin, après 5 ans d'activité, c'est également le moment de se reposer les questions sur les objectifs, de les mettre en parallèle avec ce qu'on a pu obtenir en termes de réalisation, et de se reposer aussi des questions, donc notamment pour la zone tampon, dans lesquelles on fait des prélèvements. Comme on est à un niveau de prélèvement qui n'est pas suffisant pour remplir l'objectif affiché, il faut se reposer la question de ces prélèvements dans cette zone. On a également des perspectives d'utiliser l'outil sérologique, mais malheureusement que pour sanglier, puisque pour les autres espèces, il n'est pas encore développé ni performant. C'est de proposer également un protocole de surveillance pour les parcs clos et élevages, qui ont des besoins spécifiques. Et c'est de travailler à modéliser cette prévalence en tenant compte de tous les biais d'échantillonnage, de catégorie d'âge qu'on peut avoir. En guise de conclusion, pour donner une petite note d'espoir quand même, c'est qu'on attend, il y a des travaux en cours sur la possibilité d'avoir un vaccin oral pour le bureau. Donc ça serait une façon de lutter contre la maladie. Je vous ai pas parlé des méthodes de gestion. Je me suis effectivement contentée de la surveillance, c'est déjà un beau paquet. Mais en tout cas, ce qu'on voit aussi, ce qu'on peut voir, ce qu'on a vu dans les Ardennes, ce qu'on commence à voir en Côte d'Or, ce qui a été vu dans d'autres pays, c'est que quand on travaille sur tous les compartiments, ça finit par payer et on finit par assainir quand même la situation. Et donc les compartiments, en gros, voilà, c'est que on n'est pas dans un monde étanche. On a évidemment des contacts, une interface qui n'est pas toujours bien connue, mais faune sauvage, faune domestique. Et donc c'est en travaillant sur l'ensemble qu'on peut appréhender un peu le problème. Et si vous voulez des informations plus détaillées, je vous invite à aller consulter le site de la plateforme, sur lequel il y a un onglet spécifique sur ces gratuits. Merci.